Donc je me présente, je suis Alain Le Sceau, je m'occupe des éditions Léo Fon. Mon travail c'est correcteur, j'ai travaillé pour Gallimard, Rivage, pour une encyclopédie, etc. J'ai créé Léo Fon en 2008 avec Marie-Paul Zuat qui est une ancienne correctrice et Didier Pavois qui était le maquettiste. C'est le trio de base. Depuis, Didier a été remplacé par Emmanuel Bastien, qui est l'actuel maquettiste. La maison d'édition est née par hasard. En fait, j'ai eu besoin de faire un livre, parce que j'écris de la poésie. Et avec Didier Pavois, je devais faire une résidence en Argentine et je devais faire un livre en un mois. Et donc avec Didier Pavois, on a conçu cette collection qui posait les bases en fait dès le début. On a posé les bases, c'est-à-dire le choix d'une couverture en couleur. J'y tenais absolument parce que j'estimais, je répète toujours la même chose, je trouvais que l'édition de poésie en France avait un côté un peu jésuitique, une espèce d'austérité, un peu toujours le même papier. Et j'ai trouvé que mettre de la couleur, premièrement, c'était vivant, je voyais un peu ce qui se faisait dans l'édition espagnole, je trouvais qu'il y avait des choses magnifiques. Et c'est aussi à chaque fois un lien avec des artistes peintres, des graveurs. Et c'est moi qui choisis en général les œuvres qui vont figurer dans couverture, parce que je trouve que c'est intéressant de faire un lien, une connivence entre le texte et l'illustration. Ce ne sont pas des livres d'artistes. Voilà. Et donc il avait ce parti pris. Et au départ c'était une maison d'édition. J'ai édité pas mal d'auteurs surréalistes parce que je viens un peu de là, de la culture surréaliste et dadaïste notamment. Enfin, pour moi, un des plus grands poètes français, c'est Tzara. J'ai une admiration sans borne pour Tzara. Et donc c'est pour ça qu'on a publié Crevel, Cabanel, que j'avais découvert dans les années 80. Et récemment, Cloquin aussi, on a fait une monographie. C'est le seul livre différent de notre collection de poésie, avec des photos de Cloquin. Donc l'univers surréaliste. Et après, un peu au hasard des rencontres, de l'association, puisque Léo Fon sont une association, on est 13 personnes, Patrice Beuret, Jacques Josse, Paul Keynet, Fatima Rodriguez, je ne vais pas tous les énumérer, mais ça fait, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu une galaxie, donc les textes arrivent un peu comme ça. Je le dis tout de suite, j'ai un métier, j'ai pas mal de responsabilités, donc j'ai pas le temps de lire tout ce qu'on m'en envoie. D'ailleurs, sur le site, à un moment, on disait qu'on n'acceptait pas de manuscrits. Les gens étaient un peu choqués, je dis, mais je n'ai pas le temps de les lire. Donc, on publie très peu aussi, 4 titres, c'est le maximum. L'année dernière, on a publié un livre, mais un très grand livre, le livre de Sébastien Ouette. Et donc cette année, on en publiera sans doute 4. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation. On ne se sent pas tenu à publier tant de livres par an. J'aime bien ce principe de l'indépendance dans le sens où, par exemple, le livre de Sébastien, il est arrivé en fin d'année et on l'a publié en mars-avril parce qu'il y a eu ce coup de cœur. Voilà. Je dis coup de cœur, mais en fait, je préfère le terme surprise. Je pense que l'édition, c'est le grand plaisir de l'édition, c'est évidemment la surprise du texte. Et c'est aussi, et ça c'est très important pour nous, ce sont des aventures humaines. C'est-à-dire que
Une ou deux fois, j'ai publié ou travaillé avec des traducteurs avec qui je veux dire, le courant n'est pas passé. Et c'est assez pénible parce qu'un livre ne s'arrête pas évidemment à sa publication. C'est-à-dire qu'après, il y a tout un cheminement d'accompagnement qui peut durer des années. Donc si le courant ne passe pas, s'il n'y a pas de connivence, comme j'ai dit, on n'est pas tenu de sortir des livres. Donc voilà, donc j'évite au maximum, dès que je sens que j'ai affaire à quelqu'un qui de toute façon n'a qu'un but, c'est la publication de son livre. Voilà, il y a plein de maisons d'édition où il trouvera son bonheur. Voilà, donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure, on a comme ça une espèce de galaxie, de correspondants. Je dis toujours l'image, c'est que donc la maison d'édition est établie à Brest et que l'idée c'est d'un port où les gens s'arrêtent et puis repartent. Et donc au fur et à mesure, on a quand même là on se penche beaucoup sur la poésie russe, notamment Saint-Pétersbourg, avec ce collectif qui s'appelait Le Souterrain, et grâce à Hélène Henry-Safier, qui est une grande traductrice du russe. On a aussi publié Gu Cheng, qui est un poète extraordinaire chinois, donc traduit par Yann Bartorel et Liu Yun. Là aussi, c'est moi, je suis heureux en tant qu'éditeur de publier. Joanne Margari aussi, ça a été une découverte énorme, qui est un Catalan qui hélas est décédé il y a 1 an et demi. Donc une attention à aussi la poésie dite étrangère. Et donc ça veut dire une activité de traduction. Alors je répète toujours, je trouve que c'est important de le savoir, c'est que une traduction ça se paye, donc ça veut dire que ce sont des budgets assez lourds pour nous. Et donc quelquefois je vois par exemple pour Elena Schwartz, qui est une poétesse de Saint-Pétersbourg, j'irais aussi fort que Marina Zvetaeva, qui a une culture. La poésie russe, moi je suis toujours fasciné par la poésie russe, parce que c'est une puissance dans la poésie russe qui est absente de certaines poésies peut-être plus connues. Mais quand on fait un livre d'Elena Schwartz, celui qu'on a fait, c'est effectivement, on a 100 poèmes, donc c'est un budget de traduction, et je le dis honnêtement, je remercie Hélène Henry qui nous donne en fait le prix de son travail, c'est-à-dire que, et je finis là-dessus, elle nous avait dit, je suis très heureux d'avoir fait ce livre qu'elle voulait faire depuis très longtemps. Elle dit, mais c'est pas à vous de le faire. Elle dit, c'est à Gallimard ou à d'autres structures qui ont les moyens, et même Gallimard, je sais, refuse certains projets parce qu'ils sont trop lourds au point de vue de la traduction. Donc voilà, nous, ça nous fait évidemment plaisir, mais les limites, c'est ça aussi. Après, notre rythme depuis 15 ans, c'est un livre après l'autre, c'est-à-dire, il y a des moments où on n'a pas d'argent, donc on va attendre. La contrainte budgétaire au début qui était vécue un peu dans la frustration, je ne peux pas publier tout ce que je veux, tous les gens que je veux, etc., oblige à se recentrer à choisir, même si le choix c'est de l'exclusion, mais à devoir choisir. Et quelquefois le catalogue, je vois des maisons d'édition et tout d'un coup on sent qu'il y a eu beaucoup d'argent, et là on commence à publier un peu n'importe qui, n'importe quoi, et ça dénature peut-être le catalogue. Voilà. D'accord, alors moi j'ai quand même une petite question. En plus de ton travail d'éditeur, est-ce que tu as le temps de lire de la poésie d'autres maisons d'édition, et une lecture qui t'aurait rendu passionné ces derniers temps? Ah oui. Là, c'est vraiment du brûle pour point. Non, je regarde. J'ai vu qu'il y avait une actualité, par exemple Sandro Penna. Il y a eu 2 livres qui sont sortis chez notre
ça me fait plaisir, parce que c'est un poète que j'ai beaucoup aimé, Sandro Penna. Et non, je lis ce qui se passe autour de moi, mais pas autant que je le voudrais. C'est-à-dire qu'il y a aussi, j'ai travaillé pour Gallimard, donc j'ai eu l'occasion de lire certains textes. Non, je pense que je vais pas en fait à la découverte d'autres. Je trouve ça prend toujours par surprise les bonheurs de lecture. Je ne suis pas, je pense à des gens comme Jacques Josse ou Patrice Beuret. Patrice Beuret avait un blog sur Mediapart, qui sont des lecteurs-chercheurs. Parce que Patrice et Jacques, tous les deux, ont dirigé des revues qui étaient fondamentales dans les années 80. Jacques, c'était Foldan, et Patrice Beuret, c'était Delta Station Blanche de la Nuit, qui était établie à Toulouse. Et c'est vrai que quand on s'occupe d'une revue, on reçoit énormément de choses. On est un peu aux avant-postes, ce qui n'est pas vrai d'un éditeur, sauf si on publie énormément, etc. Donc moi, je publie très peu de livres, donc je trouve que c'est difficile de refuser. J'ai beaucoup de mal, je le reconnais. Parce que je vois souvent des manuscrits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est là que je me dis, si j'avais une revue, je pourrais éditer une partie de cet ensemble. Mais le livre, je ne le sens pas assez pour l'éditer. Voilà. Il n'y a plus qu'à éditer une revue. Oui, j'ai déjà très peu de temps pour moi, alors là. Non, je sais que c'est chronophage et c'est une gestion aussi. Oui, alors je vais faire encore une dernière question, mais là c'est vraiment la dernière. Le fait d'être en Bretagne. Alors, moi je te dirais que je suis à Brest. C'est une ville que j'avais découverte. J'ai fait mes études à Brest dans les années 70-80. C'est une ville que je trouvais fascinante. Je suis parti en 89. Je suis venu à Paris pour les besoins de mon travail et j'y suis retourné en 2002. Parce que je trouve que on dit toujours que c'est une ville du bout du monde. C'est un peu le cliché, évidemment. Mais j'aime bien ces villes alors, j'appelle ça des villes mélancoliques et des villes de retrait. Et je pense que c'est des villes où on peut approfondir les choses. On peut pas s'abstraire, mais en tout cas, parce que Paris, c'est magique, je dirais, quand on a 30-40 ans. Effectivement, il y a une circulation. Si on a envie de s'étourdir, c'est la ville où il faut être si on a envie de faire des contacts. Après, je trouve que quand je dis mélancolique, il y a ce sentiment aussi d'être là et un peu absent. Et j'aime assez ce sentiment-là. Merci.